Dans la pénombre d'une ferme isolée, où la misère colle à la peau, une transaction a lieu. Mais ce n'est pas du bétail qu'on vend ce soir-là. C'est quelque chose de bien plus terrible. Un père, le regard vide, serre des billets froissés dans sa main. Face à lui, un homme en redingote sombre affiche un sourire qui ne monte pas jusqu'à ses yeux. Et entre les deux, une silhouette frêle de 16 ans, le cœur battant, comprend que sa vie vient de basculer. Elle n'est plus une jeune fille, elle est une marchandise. Son prix ? Assez pour acheter le silence d'une famille et la damnation d'une âme. L'histoire d'Élise ne commence pas par un cri, mais par un silence lourd, installé à la table familiale depuis des mois. Imaginez la France rurale de la fin du XIXe siècle, une terre qui donne peu et prend beaucoup. La famille d'Élise, les Girard, était autrefois respectée. Mais voilà que la maladie du bétail et 2 mauvaises récoltes les ont plongés dans les dettes. Le père, Jean, autrefois un roc, n'est plus que l'ombre de lui-même. Sa femme, Simone, pieuse et effacée, prie jour et nuit, mais ses prières semblent se perdre dans le vent qui siffle à travers les murs de la ferme. Élise est l'aînée de 3 filles. À 16 ans, elle a la beauté simple des fleurs des champs, des cheveux couleur de blé et des yeux d'un bleu profond, des yeux qui reflètent une innocence que la vie s'apprête à lui arracher. Ses 2 jeunes sœurs, moins conscientes du désastre, la voient surtout comme une rivale, celle qui pourrait décrocher un bon mariage et s'échapper de cette prison de pauvreté. L'attention est un poison lent. Chaque repas est une épreuve, le pain est rassis. Les regards se fuient. Les mots qu'on ne dit pas pèsent plus lourd que des pierres. Élise sent les regards sur elle, celui de son père, un mélange étrange de désespoir et d'un calcul froid qui la fait frissonner, celui de sa mère déjà plein de remords. Et puis, un soir d'automne, un cabriolet noir s'arrête devant la ferme. Un homme que personne n'a jamais vu en descend. Il se présente, Monsieur Dubois, un industriel de la ville, un homme à la réputation sulfureuse. Son manteau sombre jure avec la misère ambiante. Il n'est clairement pas venu acheter du grain. Il s'entretient avec le père d'Élise dans la pièce principale. Le reste de la famille est envoyé à la cuisine. Les voix sont basses, mais des mots parviennent jusqu'à Élise. Arrangement, aide substantielle, service, et enfin, une jeune fille, forte, pour la maison. Le cœur d'Élise se glace. Elle a compris, avant même que son père ne vienne la chercher, le visage transformé, devenu celui d'un étranger. « Élise, dit-il d'une voix sans chaleur, Monsieur Dubois a besoin d'une intendante. C'est une chance pour nous, pour toi. Une chance. » Le mot sonne comme une insulte, une chance qui a tout l'air d'une condamnation. Elle cherche le regard de sa mère, espérant un cri, une protestation, n'importe quoi. Mais Simone Girard baisse les yeux, ses doigts tremblants sur sa couture, trahissant son tourment. Ses sœurs la regardent avec un mélange d'envie et de soulagement. Au moins, ce ne sera pas elle. La transaction est rapide, une poignée de main, une bourse qui change de main. Le son des pièces d'or résonne comme le claquement d'un verrou de prison. Monsieur Dubois pose une main sur l'épaule d'Élise, un contact froid, possessif. « Allons, jeune fille, une nouvelle vie vous attend. » Elle ne pleure pas, elle ne crie pas. Un calme glacial l'envahit. En franchissant le seuil, elle ne se retourne pas. La famille qui aurait dû la protéger venait de la vendre. Elle n'est plus Élise Girard, fille de paysan. Elle est un objet. Et au fond de son cœur, là où la peur devrait régner, une graine vient d'être plantée. Une graine noire et dure, la graine de la vengeance. Le domaine de Monsieur Dubois est à son image, immense, froid et menaçant. Pour Élise, ce manoir est une cage dorée dont les barreaux sont bien réels. La fameuse position d'intendante ? Ce n'était qu'un mensonge. Dès le premier jour, on lui fait comprendre sa véritable place. Elle n'est qu'une servante, bonne aux tâches les plus ingrates. Elle est sous les ordres de la mère de Dubois, une veuve aigrie qui règne sur la maison et prend un plaisir sadique à l'humilier. Ses journées sont un tunnel de labeur sans fin. Levée avant l'aube, elle récure les sols, vide les cendres, lave le linge à l'eau glacée, tout ça sous le regard méprisant de ses maîtres. La moindre erreur est punie d'une réprimande ou d'une privation de repas. Mais la douleur physique n'est rien à côté de la torture psychologique. Le soir, l'angoisse monte. Monsieur Dubois, l'homme qui l'a achetée, la traite en public comme sa petite protégée. Mais en privé,
Son vrai visage se révèle. C'est un prédateur. Les couloirs sombres deviennent son terrain de chasse. Il ne la touche pas toujours, mais sa seule présence est une agression. Il savoure sa peur. Son plaisir est de détruire son esprit, lentement. Élise apprend à se faire la plus petite, la plus invisible possible. Elle se déplace comme une ombre, la tête basse, construisant un mur de glace autour de son cœur pour survivre. Elle pense à sa famille, non pas avec nostalgie, mais avec une haine froide qui grandit chaque jour. Ils l'ont jetée dans cette fosse pour de l'argent. Chaque humiliation, chaque larme ravalée alimente le feu qui couve en elle. Pourtant, même dans les ténèbres les plus profondes, une lueur peut apparaître. Pour Élise, cette lueur s'appelle Edmond, le palefrenier du domaine. C'est un homme silencieux qui a vu d'autres jeunes filles se briser ici, mais il voit en Élise quelque chose de différent, une étincelle qui refuse de s'éteindre. Il commence par de petits gestes. Une pomme laissée sur le rebord de sa fenêtre, un peu de ragoût chaud mis de côté pour elle, des actes de bonté si simples, mais qui, pour Élise, sont des trésors. Un soir, alors qu'elle s'est réfugiée dans l'écurie, il s'approche. « Il ne faut pas les laisser vous éteindre, » murmure-t-il. « La seule façon de survivre ici, ce n'est pas de se cacher, c'est d'observer, d'apprendre. » Une alliance muette naît entre eux. Edmond devient ses yeux et ses oreilles. Il lui apprend les faiblesses de leur maître. La vieille dame est vaniteuse et superstitieuse. Dubois est obsédé par son image publique. Plus importante encore, Edmond sait lire et écrire, et il accepte de lui enseigner. En secret, la nuit, à la lueur d'une bougie, Élise s'acharne. Chaque mot qu'elle apprend est une nouvelle arme. Apprendre à lire, c'est s'approprier le pouvoir de ses oppresseurs. Elle n'est plus seulement une victime, elle devient une élève de la cruauté humaine, et elle prépare en silence le jour où elle rendra tout ce qu'on lui a pris. Le temps passe. Élise a perfectionné son rôle de servante soumise, une coquille vide cachant une volonté de faire. Grâce à Edmond, elle lit et écrit maintenant, avec facilité. Les mots sont devenus des clés. La découverte qui va tout changer arrive par un après-midi pluvieux. Monsieur Dubois est en déplacement, et Élise doit nettoyer son bureau, une pièce habituellement fermée à double tour. Le bureau est sombre et opulent. Alors qu'elle époussette le lourd bureau en chêne, ses doigts sentent une légère aspérité. Un minuscule bouton de bois, poussé par l'intuition, elle appuie. Un déclic. Un tiroir secret s'entr'ouvre. Son cœur s'emballe. À l'intérieur, pas d'argent, mais quelque chose de bien plus précieux. Un grand livre de contes et une liasse de lettres. Tremblante, elle ouvre le livre. Ce ne sont pas les contes des forges, c'est un registre personnel. Elle feuillette, et puis elle trouve. La date correspond au jour de sa vente. La note est courte. J. Girard, arrangement final. Et à côté, une somme énorme. De quoi racheter la ferme 10 fois. Un frisson la parcourt. Son père n'a pas seulement sauvé sa famille de la faillite. Il s'est enrichi. La misère n'était qu'un prétexte. La vérité est bien plus sale. Il l'a vendue par pure cupidité. Le souffle court, elle se saisit des lettres. Elles sont signées de son père, Jean Girard. En les lisant, le sol se dérobe sous ses pieds. Son père y parle d'un héritage secret. Laissé par la mère de Simone pour assurer l'avenir de ses filles. Un héritage que Jean Girard a entièrement dilapidé au jeu. Les dettes n'étaient pas dues aux mauvaises récoltes, mais aux vices. La vente d'Élise était donc un pacte diabolique. Dubois, en la prenant, effaçait l'ardoise de son père et lui versait une somme confortable pour acheter son silence. La dernière lettre est la plus terrible. Son père y décrit froidement les qualités de sa fille, la vantant comme une marchandise. Elle est forte, docile et ne causera aucun problème. Élise referme les lettres. Le monde tourne autour d'elle. La haine qu'elle ressent est si pure qu'elle en a le vertige. Elle comprend maintenant le regard fuyant de sa mère. Simone savait. Elle savait pour l'héritage volé, et elle n'a rien dit. Elle a laissé son mari vendre leur fille. La complicité silencieuse de sa mère est peut-être pire encore que l'avidité de son père. Avec une précision glaciale, Élise remet tout en place. Elle efface toute trace de son passage. Mais à l'intérieur, la vengeance n'est plus un rêve lointain. C'est devenu une certitude, une nécessité. Elle ne se vengera pas seulement de Dubois,
Elle se vengera de sa propre famille. Elle les détruira. En sortant du bureau, Élise n'est plus une victime. Elle est devenue une juge et elle vient de prononcer la sentence de tous ceux qui l'ont trahie. Élise est désormais armée de secrets dévastateurs. La jeune fille que l'on croyait brisée se prépare à devenir une prédatrice. Si vous voulez découvrir comment Élise va orchestrer sa revanche, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer la suite, car la chute de ses ennemis promet d'être spectaculaire. La découverte dans le bureau change tout. La peur laisse place à une détermination froide, comme l'acier. Élise ne pense plus comme une brebis. Elle commence à penser comme le loup. Sa stratégie change. Être invisible ne suffit plus. Pour vaincre ses ennemis, elle doit s'approcher d'eux, gagner leur confiance, se rendre indispensable. Elle commence par Madame Dubois, mère. Connaissant la vanité de la vieille femme, Élise utilise ses connaissances en herboristerie pour préparer des tisanes et des cataplasmes pour ses douleurs. Peu à peu, la matrone se laisse séduire par ses attentions qui la soulagent. Élise devient son ombre, la flattant, l'écoutant, devenant la seule capable de la calmer. Avec Monsieur Dubois, c'est plus risqué. La proximité de cet homme la révulse. Mais elle ravale son dégoût et joue un jeu bien plus fin. Elle arrête de le fuir. Elle le regarde dans les yeux. Un soir, alors qu'il se plaint d'un contrat, elle laisse échapper une remarque pertinente sur un fournisseur, une info lue dans sa correspondance. Dubois est stupéfait. Intrigué, il commence à la tester. Élise répond avec une intelligence simple et directe, se faisant passer pour une sorte de génie rustique. Elle devient son talisman. Il la sort de la cuisine et en fait sa secrétaire personnelle. Pour lui, c'est un nouveau jeu de possession. Pour elle, c'est l'accès final à l'arsenal dont elle a besoin. Pendant ce temps, son alliance avec Edmond se renforce. Il est son seul confident, le seul à voir la vérité derrière ses masques. Il est à la fois admiratif et effrayé. « Faites attention, Élise, lui dit-il. Le feu que vous allumez pourrait vous consumer aussi. Le froid m'a déjà consumé, Edmond, répond-elle. Le feu, au moins, me réchauffe. Elle lui confie son plan. Elle doit s'échapper, mais pas en fugitive. Elle partira avec des preuves. Pendant des mois, Élise copie les documents les plus compromettants de Dubois. Registre d'usurier, lettres de menaces, preuves de la transaction avec son père et de ses nombreuses liaisons. Edmond prépare la logistique, de l'argent mis de côté, les horaires de train et le contact d'un cousin à Paris qui pourra l'héberger. L'évasion est planifiée pour la nuit de la grande réception annuelle des Dubois. Ce soir-là, Élise joue son rôle à la perfection, se déplaçant parmi les invités, le visage impassible, objet de la fierté perverse de son maître. Tard dans la nuit, elle s'éclipse. Edmond l'attend avec un sac contenant les copies, leurs économies et un manteau. Leurs regards en disent long. « Allez à Paris, devenez quelqu'un d'autre, lui dit-il, et quand vous reviendrez, ne laissez rien debout. »« Je ne laisserai que des cendres, Edmond, promet-elle. Elle marche des heures jusqu'à la gare. Quand le premier train du matin siffle dans l'air glacial, Élise monte à bord. Elle n'est plus Élise la victime. Elle est une femme en possession de secrets mortels, en route vers la capitale. Pas pour se cacher, mais pour forger les armes de sa vengeance. Le pion a traversé l'échiquier et s'apprête à réclamer la couronne. 5 ans passent. 5 ans pendant lesquels le nom d'Élise Girard s'efface pour laisser place à Madame Élise de Valois, une veuve énigmatique à la fortune soudaine. D'où vient-elle? Le mystère ne fait qu'ajouter à son pouvoir. La vérité, c'est qu'arrivée à Paris sans rien, Élise a utilisé son arme la plus précieuse, l'information. Avec une audace folle, elle a contacté un rival de Dubois, dont la femme avait été la maîtresse de son bourreau. Elle n'a pas demandé d'argent. Elle a proposé un marché. Son silence contre un mentorat dans le monde des affaires. Impressionné par son sang-froid, l'homme a accepté. Élise a tout appris, a investi, et s'est construit une nouvelle identité et une fortune. Elle était prête. Son retour est une surprise. Un attelage luxueux traverse le village de son enfance. À son bord, une femme d'une élégance et d'une assurance incroyables. C'est Élise, mais personne ne la reconnaît. Sa première cible, sa famille. Les Girard vivent dans une maison plus grande. Mais la prospérité n'est qu'une façade. Son père est toujours rongé par le jeu.
Sa mère vieillit dans la culpabilité. Élise agit dans l'ombre. Elle rachète toutes les dettes de jeu de son père. Puis, un soir, alors qu'il est sur le point de tout perdre, elle se montre à lui. Il croit voir un fantôme. « Bonsoir, père, dit-elle, sa voix douce mais tranchante. Il paraît que vous avez des difficultés financières. Encore, je vous possède. » Elle ne lui laisse qu'un choix, signer des aveux complets sur le vol de l'héritage et la vente de sa propre fille. Humilié, brisé, il signe. Le lendemain, Élise rend visite à sa mère. Elle ne lui montre pas la confession. Elle lui raconte simplement ses 5 années d'esclavage, chaque mot étant une lame dans le cœur coupable de Simone. « Ta punition, conclut Élise, sera de vivre en sachant que l'homme pour qui tu as sacrifié ta fille est un lâche. » Le coup de grâce est public. Elle fait placarder les aveux de son père sur la porte de l'église. Le scandale est immense. La famille Girard est ruinée, détruite, et devient la paria du village. Il ne restait plus que Dubois. Elle organise une réception somptueuse et y invite tout le gratin de la région. Dubois, attiré par cette nouvelle femme riche et puissante, s'y rend. Il ne la reconnaît pas. Au milieu de la soirée, Élise prend la parole. D'une voix claire, elle raconte l'histoire d'une jeune fille de 16 ans, vendue par son père à un maître de forge. Un silence de mort s'installe. Son regard se pose sur Dubois, dont le visage se décompose. « Cet homme, dit-elle en le pointant du doigt, a cru acheter une chose, mais il a libéré un monstre. » Elle fait alors distribuer des copies de toutes les preuves, ses pratiques d'usurier, ses menaces, ses adultères. C'est le chaos. La réputation de Dubois est anéantie en quelques minutes. Fou de rage, il se rue sur elle, mais Edmond, qu'Élise avait fait venir, l'intercepte. « C'est terminé, Dubois, dit Élise en le regardant s'effondrer. Vous n'avez plus rien. Vous êtes un homme mort qui respire encore. » Élise ne resta pas pour voir la suite. Elle avait accompli sa mission. La ferme de ses parents fut offerte à Edmond. La famille Girard sombra dans une misère méritée. Quant à Dubois, ruiné et seul, on dit qu'il finit ses jours hanté par le fantôme d'une jeune fille qu'il avait terriblement sous-estimée. Élise retourna à Paris, ni heureuse, ni en paix. La vengeance ne guérit pas les blessures, elle les cautérise. Elle était libre, puissante, mais à jamais marquée par le feu qu'elle avait traversé et celui qu'elle avait déchaîné. Trahie par ceux qui auraient dû la protéger, elle a enduré l'impensable. Et elle est revenue, non pas en victime, mais en prédatrice, pour rappeler au monde qu'une âme que l'on croit brisée peut se reforger dans les flammes pour devenir une arme implacable.